Cher Gabriel, ce matin, en t'accompagnant au lycée, j'ai voulu faire une photo de toi, et tu t'es amusé à prendre la pose. Je voulais fixer ce moment, c'est la première fois que nous nous parlons autant tous les deux. Hier, nous avons regardé ensemble le film tourné par ton arrière-grand-père, et tu as visiblement été très ému. Tu as beaucoup aimé ces images. Tu m'as dit que tu avais l'impression de découvrir un continent perdu. Je t'ai dit que dans ce film apparaissait presque par hasard, et comme un fantôme, la fille avec qui j'ai eu ma première histoire. Et tu as voulu en savoir plus. Tu as voulu savoir comment ça se passait entre les garçons et les filles à cette époque. Toi, tu as 18 ans, tu es né en 2005, et moi, je suis né en 1951. Autant dire qu'un abîme nous sépare. En 50 ans, l'horloge du temps s'est emballée. Concernant ta question, la sexualité au début des années 60, c'est, tu sais, encore un tabou. Surtout dans notre milieu. Un tabou, ce n'est pas quelque chose dont on ne parle pas, c'est quelque chose dont on parle avec un langage crypté, figé et définitif. Voici ta famille. J'imagine que tu ne reconnais pas grand monde. Me voici au milieu. J'ai 11 ans. Pour la première fois, j'ai le droit de mettre une cravate. De la sexualité, je savais des choses fragmentaires, séparées par de grands blancs, des choses dont on parle avec toutes sortes de sous-entendus, et qui me paraissaient mystérieuses ou inquiétantes. Aucun livre, aucune image n'existait. C'était donc les discours des autres qui contenaient la réalité de ce que j'allais vivre. Je suis un vieil homme maintenant. Je redécouvre ces images avec un sentiment d'impudeur. Voici ma mère. On m'a mis au bout de la table, pas du tout à la place d'honneur, car je suis dos à la télé. Je n'aime pas mon image, qui m'amoindrit et me situe dans un monde enfantin dont je croyais m'être évadé à tout jamais. Mais je suis déjà autre, plein de cette preuve que mon corps doit fournir. Le pénis en train de bander, ça va avec savoir ouvrir une bouteille. Et tout ce qui doit me manifester mâle et adulte aux yeux des autres, comme par magie. À la ferme, c'est ma grand-mère qui la première m'a initié. Mais son discours à elle était complètement décalé. Elle parlait en métaphores fleuries. Mon pénis, c'était le petit oiseau. Et dame, c'est pas son heure de sortir, le petit oiseau. Elle se servait de tout ce qui lui tombait sous la main. Par exemple, le langage des fleurs. Ainsi, le petit oiseau, à la ressemblance des étamines d'un géranium, est fait pour semer la graine, et la petite colombe de la fille, comme le pistil, fait pour la recevoir. Pas un jour où je ne sois gratifié d'une nouvelle observation. Regarde bien ce qui pend là au bout de la tige. C'est quand l'abeille velue la touche qu'elle lâche tout son fourbi dans l'air. Ah, tu verras le petit oiseau, la drache quand ça va sortir. Je n'y comprenais absolument rien. J'aimais revenir chaque été dans cette ferme. J'aimais cette grand-mère un peu folle, juchée sur la moissonneuse comme sur un char de la foire au manège. À défaut de parfaire mon éducation sexuelle, elle m'aura donné une idée du bonheur, et c'est le plus important. Cette année-là, j'ai fait ma première communion. L'église était encore très traditionnelle. Nous étions sous la férule du jeune abbé de Cotigny, ici, à gauche. Dieu est le Seigneur du bonheur, il aime les cœurs dilatés et joyeux, répétait le jeune abbé, pour qui l'amour charnel devait se cantonner à la chasteté avant le mariage.
Mon éducation n'avançait donc pas de ce côté-là non plus. Tiens, voilà Catherine qui passe au premier plan. J'adhérais spontanément à Jésus hostie, offert pour les autres, et à sa religion comme religion de l'amour. Par-dessus tout, j'aimais le Sacré-Cœur de Jésus. Il y avait son image gigantesque en entrant dans l'église. Jésus écartant les pans de son vêtement pour révéler un cœur rouge comme les cœurs de mes dessins d'enfants, et avec des flammes surnaturelles tout autour. J'attendais peut-être cela de l'amour, une éclatante lumière, rouge et sans pareille. Et bientôt je penserais que faire l'amour ce serait la même chose, une éclatante lumière, rouge et sans pareille. Tiens, là, sans le savoir, papa va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous filmer Catherine et moi, montant les marches côte à côte pour entrer dans l'église. C'est par hasard que nous nous sommes retrouvés au même niveau dans la file. Et c'est par hasard que mon père nous a filmés ensemble. Quelques années plus tard, l'abbé de Cotigny s'est mis en tête de nous faire des petites conférences sur le thème « Mariage et pureté », en guise d'éducation sexuelle. Voici la liste des 7 moyens dont l'abbé nous avait équipés pour rester chaste. Premièrement, communier aussi souvent que possible. Deuxièmement, se confesser après chaque péché mortel. Troisièmement, ouvrir fréquemment sa conscience à son confesseur. Quatrièmement, veiller sur ses yeux. C'est la porte par où le démon cherche à entrer. Cinquièmement, fuir les occasions de péché, éviter les mauvais lieux. Sixièmement, ne jamais rester inoccupé, ne pas se laisser aller à la rêverie. Ce serait offrir son âme au démon. Septièmement, veiller sur son hygiène, sport, gymnastique, se tenir propre, sans en excepter les parties sexuelles. Si la tentation est trop violente, reste cette dernière extrémité. Tâcher de se représenter le visage sanglant et défiguré de notre Seigneur, fixé sur soi. Heureusement, il existait sur terre un havre de paix où la liste des 7 moyens de l'abbé de Cotigny semblait ne plus s'appliquer. C'était la ferme de mes grands-parents. Ici, le temps de la moisson sonnait comme une trêve. Toutes les pensées, toutes les énergies convergeaient vers la grande tâche, récolter les fruits d'une année de travail. Plus rien d'autre ne comptait. Mais cette trêve fut un jour perturbée. Il faut revenir en arrière et mettre en lumière un personnage important. Le petit, là, à ma gauche, c'est Gérard, plus jeune que moi, mais beaucoup plus précoce. Nous allions ensemble au caté, et déjà il cachait des images porno dans son livre de messe. Il s'était mis en tête de m'initier. Une fille, ça s'ouvre comme on décapsule une bouteille, m'avait-il dit, et j'étais bien bête de me faire du souci à ce sujet. L'été de nos 13 ans, Gérard avait rameuté sa bande, et la ferme était devenue notre quartier général. Quand tout le monde était au champ, nous nous branlions dans le grenier, alignés comme des veaux en batterie sur des toiles de jute remplies de paille. Certains exagéraient leur râle pour impressionner les autres. La meute s'était constituée sur ce rite et sur le projet de chacun tirer son coup, cet été ou jamais. La campagne vide était devenue le théâtre de cette traque. Tous les chemins, les prés, les bois qui avaient accueilli nos jeux d'enfants devenaient terrain de chasse. La campagne s'emplissait d'une obsession. Coucher une fille sur le chemin, si possible avec les autres pour témoins. La meute passait me chercher chaque matin à la ferme,
en sifflant à l'extérieur du portail. Je devais emmener le chien avec nous, il était de toutes nos maraudes. À chaque sifflet, l'angoisse m'étreignait. Pourquoi devais-je faire mes preuves publiquement ? Pourquoi Catherine devait-elle m'appartenir ? Pourquoi devait-elle m'appartenir comme un gibier, que Gérard allait bientôt dépecer avec ses mots « nichon, cul, chatte ». J'étais comme prise au piège. Poser ces questions allait me démasquer aux yeux de tous, allait révéler ce secret qui est impossible dans une meute, ce truc qui se sait toujours. J'étais un nulard, une godiche, j'étais un impuissant. J'étais un pervers, un déviant, pire, un pédé. Tout cela tenait en un mot. J'étais un puceau. Je sais, tu es sans doute ébahi par ce que je te raconte. Je ne sais pas si tu subis la pression du groupe comme moi je l'ai subie. J'espère que ton père et ta mère t'ont montré un autre chemin. Pas comme mon père à moi. Mon père, c'est lui qui aveugle tout le monde avec son flash. C'est lui qui pelote ma tante quand c'est ma grand-mère qui tient la caméra. Enfant, je m'entendais bien avec lui. Il blaguait toujours et nous offrait des choses incroyables. On a eu la télé les premiers dans la famille, et puis il y a eu la Mercedes. Ma grand-mère avait pesté parce que c'était une voiture allemande, mais là, elle la bichonne, la voiture. Il m'emmenait dans cette auto de rêve, dessinée à la mode américaine, et depuis le siège arrière me reste la vision de l'aiguille des vitesses, montant verticalement, comme dans un thermomètre. Il conduisait vite et parlait beaucoup, avec des grandes phrases sur l'existence. C'est l'année de mes 12 ans qu'il m'a demandé de façon péremptoire. « Alors, quand est-ce qu'on la jette, cette gourme ?» J'étais encore très jeune. De ce jour, mon adolescence fut un enfer. Il a pris en main l'organisation de mon dépucelage comme il aurait mené une de ses affaires, c'est-à-dire qu'il en fit une affaire publique. Même ses réunions mondaines au Rotary Club tournaient autour de la question. Ni Monique, la vendeuse du magasin qui m'avait un jour coincé dans l'arrière-boutique, ni Nicole, la bonne qu'il avait engagée tout exprès, n'étaient parvenus à leur fin. À 16 ans, j'étais toujours puceau. Mon père avait fini par proposer que je passe entre les mains d'une de ses amies du Rotary. Le docteur de bord, que l'on voit ici à gauche en pleine discussion, ne cessait d'alerter sur le danger des maladies vénériennes. Mieux valait passer par les mains d'une femme expérimentée, d'un bon milieu, et sur le compte de laquelle mon père estimait avoir toutes les garanties. J'avoue mon admiration pour l'extraordinaire sophistication de ce quadrillage. Il m'était difficile dans ces conditions de passer au travers des mailles du filet et de garder ma virginité jusqu'à l'hyménée. L'obsession de mon père, c'était la perpétuation du clan. Un bon mâle devant être dégourdi avant sa nuit de noces pour garder un temps d'avance sur les femmes, quitte à passer à côté de l'essentiel, leur plaisir. Au fond, tout autour de moi, tout le monde parlait, proférait, pérorait, chacun avait son idée bien campée. Mais personne ne parlait d'amour dans tous les discours qui m'étaient proposés. Personne ne parlait d'amour. Sans le vouloir, le cinéma aura été plus fort que tous les stratagèmes de mon père. Il s'est accordé à mon désir le plus secret. Monter les marches de l'église, s'avancer vers l'autel, ce n'était pas l'image d'une noce entre Catherine et moi. C'était tout simplement le chemin de l'innocence qui était filmé là, c'est-à-dire de nos sentiments vrais, à tous les deux.
je connaissais Catherine depuis l'enfance. Ses parents venaient aider mes grands-parents durant le temps de la moisson. Madame Bouloche était une femme silencieuse, bonne travailleuse. Elle parlait peu mais veillait au grain. Elle élevait ses 7 enfants avec bonté, sans faire de différence entre eux. Monsieur Bouloche, lui, savait tout faire, et se montrait bon vivant dans les banquets. C'est justement au repas de fin de moisson que Catherine et moi avions l'habitude de nous retrouver chaque été. Avant le battage, qui durait 2 jours, il y avait la récolte du blé avec la moissonneuse-lieuse qui, enfant, faisait notre joie. Juchés sur le tracteur, Catherine et moi imitions le bruit de cette machine à coudre sur roulette. Tac-tac-tac-tac, tchic-clac, qui faisait tomber les gerbes comme les saucisses dans l'usine de Tintin en Amérique. C'était devenu notre cri de guerre. Le soir, au repas, tandis que les adultes buvaient et chantaient, Catherine et moi parlions notre langage et avions l'habitude d'unir nos doigts comme les griffes de la machine, prenant les tiges du blé, tantôt l'un dessus, tantôt l'autre dessous. Tac-tac-tac-tac, tchic-clac. Un jour, c'était l'année de nos 16 ans, la lieuse est tombée en panne et M. Bouloche nous a envoyé chercher des outils à la ferme. Nous avons cherché dans le grenier. Il y avait un orage proche. La pluie commençait de tomber à grosses gouttes. Nous poussions notre cri dans le noir. Tac-tac-tac, tchic-clac. Tac-tac-tac, tchic-clac. Elle passa ses doigts dans les miens. Ce n'étaient pas les griffes de la machine. Il y eut cette première fois dans le grenier, il y en a eu d'autres après. Ce fut un premier amour. Il fut ce qu'il fut. Qu'importe qu'il fût sublime ou banal, il nous appartenait et c'était l'essentiel. Nous nous sommes perdus de vue. Catherine a travaillé dans une banque à Lille et moi je suis descendu à Paris où mai 68 m'attendait. Une autre vie commençait. Une solitude possible aussi. Ce matin, en t'accompagnant, je regardais tes camarades. Je me suis amusé à faire quelques portraits. Et vous avez fait ça comme des pros. Le bac est dans moins d'1 mois, mais ça n'a pas l'air de vous stresser beaucoup. J'avais envie de te retourner ta question. Et pour ta génération, comment ça se passe entre les garçons et les filles ? D'autres discours, d'autres injonctions nous envahissent. Je crois qu'il est toujours aussi difficile de s'appartenir. Mais je sais aussi que notre génération a ouvert un chemin, celui de la liberté. Si ce n'est déjà fait, je souhaite que pour toi aussi vienne le temps de la moisson.